Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour tous. Florent. Bonjour Georges. Comment ça va en cette fin de semaine? Mais ça va, c'est la fin de semaine. Donc on prépare les activités du week-end avec les enfants, Très pour ceux bien, qui ont des enfants. très Pendant bien. un instant, je me suis dit, et les gens ont dû se dire, mais Pedro a coupé sa barbe et a teint ses Ouais, c'est cheveux ça. et il a maigri, c'est incroyable. Ouais, il est allé chez le coiffeur aussi. Enfin bref. Bon, sinon je vois qu'il y a une vie sur le chat, les gens échangent et discutent, c'est très bien. Bonjour à Bien. tous, désolé pour le petit retard, on a un petit transfert de, de compétences. C'est Florent qui est à la manœuvre ce Mmh. matin. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'animer la matinale avec une actualité plutôt chargée, puisque nous allons Ouais, parler, de beaucoup de sujets importants. Nous allons parler déjà des États-Unis, un volet, assez large, tant d'environnement que de souveraineté, que de politique française, au prisme de la politique étrangère, états-unienne. On va parler du réchauffement climatique, on va parler du contrôle de l'immigration, en France. On va parler aussi de la transition énergétique et la souveraineté numérique. Donc, on a beaucoup de sujets intéressants aujourd'hui, à discuter avec vous. alors beaucoup de sujets aussi parce que, nous avions un invité qui malheureusement est tombé malade, donc qui n'est pas là. Ça arrive, c'est les joies du direct et donc bon, on finira peut-être un peu plus tôt, et comme c et mais ça nous donne du temps pour cette actualité assez massive, effectivement. Mmh. Oui, on a une actualité dense, notamment du fait de l'agitation du président des États-Unis, enfin du futur président des États-Unis, Donald Trump, qui, enchaîne des déclarations, un petit peu fracassantes, mais qui ont plus l'air de palinodies puisqu'il, il a l'air de revenir sur certaines de ses positions, notamment une position importante qui avait fait grand bruit à l'époque de la campagne, lorsqu'il avait dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine, très rapidement. Et donc, on voit que le ballon de baudruche commence à se dégonfler. Heu, I just have to make one call, 24 hours. I'll voilà. call Vladimir, I'll call Zelensky, and it's done. En fait, la pensée magique de Donald Trump est en train de se fracasser un peu sur le mur du réel. Oh, il On faut voit rappeler que qu'il fait quand même campagne, Florent. Il fait campagne, donc c'est quand même pour, tout ça, c'est beaucoup pour de la campagne intérieure. mmh, donc là, on a une déclaration de presse qui est sortie, qui disait que, qui est en train de dire que, finalement, c'est pas exactement ce qu'entendait Donald Trump quand il disait qu'il allait mettre, fin à la guerre immédiatement. Et donc là, il déclare, qu'il mettra fin à la guerre en Ukraine en 6 mois. Donc le délai est un peu, s'est un peu allongé, heu et il se rend compte que la situation est beaucoup plus compliquée et que des combats pourraient s'intensifier. Alors, Georges, tu l'as dit très rapidement, mais est-ce qu'on pouvait pas s'y attendre, cette espèce de revirement de position du président américain? Si, on pouvait parfaitement s'y attendre, et puis ceux qui suivent avec attention ce conflit, d'abord une intensification du conflit, je vois mal en comment on peut l'intensifier, il est déjà extrêmement intense, hein, on est au niveau d'une guerre, en tout cas sur un front réduit, mais on est au niveau des combats, de l'intensité de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, puisque ce sont, au total, hein, entre 700 000 et 1 million de personnes qui sont mortes au combat. Mmh mh. C'est assez colossal, côté ukrainien et russe, avec bien sûr, contrairement à ce qui est dit dans nos médias, des pertes principales en Ukraine. Donc bon, du côté de l'intensité, on a du mal à imaginer comment ça pourrait être plus intense que ce que ce n'est déjà. Et puis pour ceux qui suivent les géopoliticiens américains, en particulier John Mearsheimer, dès le premier débat avec Joe Biden, entre Joe Biden et Donald Trump, avait dit non, ça ne se terminera pas en un jour, puisque Donald Trump a dit qu'il récusait les clauses russes. Mmh. Et les clauses russes sont maintenant extrêmement dures. Elles ne sont plus les mêmes que celles de mars-avril 2022
et du mémorandum d'Istanbul, à savoir à l'époque la Crimée est russe et juste l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Maintenant, les conditions russes pour une négociation sont pires. Mmh. C'est les 4 oblasts dans leur entièreté demandent l'évacuation des villes par l'Ukraine, l'armée ukrainienne de Zaporijjia et, et celle qui est du côté du Dniepr. Hop, petit trou de mémoire. Euh, la non-entrée d'un traité international, cette fois pas comme en 1991, stipulant l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, et la démilitarisation de l'Ukraine. Mmh. 100 000 soldats. Mais en fait, je crois que les conseillers de Trump lui ont expliqué que, en fait, les Russes, ça ne les intéresse pas beaucoup, Trump ou pas Trump. Ils ne font Mmh. pas confiance aux Américains, car les Américains ne respectent pas leurs traités, ne respectent pas Mmh. les accords. Et donc, les Russes considèrent que même si quelque chose est signé, les Américains et l'OTAN feront tout pour réarmer l'Ukraine et pour relancer le conflit dans 5, 10, 15 ans. Et donc, je pense qu'ils ont déjà décidé, de longue date, de conquérir la moitié de l'Ukraine jusqu'au Dniepr, plus Odessa. Et que c'est comme ça que cela va finir. Et dans ce cas-là, que le bout d'Ukraine qui restera à l'ouest, qui est l'Ukraine, disons, l'ancienne Ukraine détenue par l'Empire austro-hongrois et la Pologne, qu'elle rentre ou pas dans l'OTAN, leur sera alors plus ou moins secondaire. Voilà. Et donc, comprenant cela, je crois que Trump. Voilà. Et puis, de toute façon, maintenant, pour les Américains, c'est quasiment un front secondaire. Ils ont d'autres chats à fouetter. On va en parler. Mais du coup, quelle serait la stratégie donc d'un Trump s'il n'est pas prêt à accepter les conditions russes, mais que d'un autre côté, il a tout intérêt à ce que cette guerre heu, voilà, se calme, enfin le conflit s'apaise? Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher, comme accord, Est-ce Oui, que est-ce que pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt à ce que ça se calme? bah, parce que tu l'as dit, enfin, c'est un front qui est devenu secondaire, les analyses disaient Trump préférait se positionner sur le front, pacifique. Heu, ça pourrait faire beaucoup. Oui, oui, mais il est secondaire sur le plan stratégique, mais il Mmh. n'est pas secondaire pour la vente d'armes du complexe militaro-industriel américain. Il n'est Mmh. pas secondaire pour continuer à voir les Européens se noyer dans leur propre inféodation aux États-Unis et incapacité à agir en propre. Donc de ce point de vue-là, ça reste néanmoins intéressant. Le vent de panique européen et la nécessité de se réarmer, parce que contrairement à ce qu'on a dit, Donald Trump continue la politique, la géopolitique américaine telle qu'elle a été menée par ses prédécesseurs. D'ailleurs, Joe Biden a continué ce qu'avait fait Trump. Euh, il a donné des gages pendant la campagne au complexe militaro-industriel et le push qu'il fait, la pression forte qu'il fait sur les dirigeants européens qui courent comme des poulets sans tête sur les questions d'OTAN, de Groenland et d'Ukraine, il leur a dit, mais vous mettez 5% dans le budget de la défense. En fait, ils mettront 3, ce qui est déjà colossal. 3% du Mmh. PIB pour la plupart des pays, c'est des augmentations en dizaines de milliards. D'ailleurs, rappelons-le, ça rejoint étonnamment le rapport Draghi, qui proposait 800 milliards d'emprunts par an pour l'ensemble de l'Europe, dont une bonne partie, disait-il, doit aller vers le réarmement. Voilà. Mmh. Il suffit de relier les points. Et donc, avec la menace, je vais quitter l'OTAN et puis vous allez voir, vous allez vous démerder tout seul, ce que va faire, ce qu'a déjà fait Trump et ce qu'il va faire. Ben, nos dirigeants inféodés, tous ceux qui sont passés par les Young Leaders, les Atlantic Council, les German Marshall Funds et ainsi de suite, eh bien, signeront et achèteront du matériel américain. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant pour les États-Unis. Maintenant, quand je dis que c'est secondaire, c'est que si à la fin l'Ukraine est défaite,
c'est pas une perte colossale. Ils ont marqué énormément de points. La Suède et la Finlande sont rentrées dans l'OTAN. Les États européens sont fragilisés. Ils vendent énormément de gaz et de pétrole à l'Europe. Côté américain, c'est pour le moment, tout est rentable. Le complexe mmh, militaire industriel fonctionne à plein. De leur point de vue, ça va très bien. Et puis, pour que la pilule passe, bah, il suffira de faire, on en a parlé un petit peu hier, de faire se rendre compte que, mon Dieu, mais il y a de la corruption en Ukraine. mmh, Oh, tout l'argent que nous avons donné n'est pas parti au front. Parce que ça commence à sortir, tant en Ukraine qu'au Congrès des États-Unis, avec des républicains qui posent des questions. Mais tout ça est toujours comme ça, c'est toujours calculé en fait. Donc ils vont trouver un prétexte pour dire que ah ben voilà, les fonds n'ont pas été utilisés, ils n'ont pas fait ce qu'on leur a conseillé, c'est pour ça qu'ils ont perdu, et ils peuvent espérer en un coup d'État ou un renversement de Zelensky par des militaires, par des nationalistes, et de dire ah ben non, ce n'est plus démocratique, ce n'est plus, on s'en lave les mains et mais justement, à quel moment ce point de bascule sera atteint? Heu, bah, ça c'est le tempo militaire qui le décidera, donc c'est l'offensive russe qui le décidera en fait. mmh, à l'effondrement de l'armée, ukrainienne, il y aura Pour le sûrement moment, tient, mmh, même s'il y a des caractéristiques nettes d'effondrement, mais mmh, à un moment donné, ça va craquer, l'avancée sera encore plus rapide et ça sera le déclencheur, oui. mmh, Mais de toute d'accord, façon, là, 6 mois, c'est colossal, c'est juin. mmh, Heu, Ça laisse beaucoup, beaucoup de temps pour agir. mmh, Alors, il y aura toute la période de fonte des neiges qui va considérablement bloquer, toute opération, comme c'est toujours le cas dans cette zone du monde. C'est la célèbre Rasputitsa, la sorte de boue, froide, mêlée de neige, qui dure longtemps, qui paralyse les mouvements, y compris des troupes au sol et évidemment des chars. Mais, le mois de mai, c'est un mois idéal pour lancer une offensive donc, hem mmh, d'accord. Donc et puis oui, et l'autre point, c'est que l'Ukraine est secondaire, en fait. C'est pas ça le mmh, sujet. On entend que se vont se préparer une rencontre, ou au moins des appels téléphoniques entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le sujet, ça sera l'OTAN. mmh, L'Ukraine, est un objet sacrificiel, c'est secondaire. mmh, Heu le sujet va être l'OTAN. mmh, Où passe la frontière de l'OTAN? Combien de bases militaires? Pour les Russes, c'est clair, c'est de ça dont ils veulent parler. Ils veulent pas parler d'autre chose. mmh, Et de d'accord. la même manière que si les États-Unis décident de conquérir le Groenland, bon, quand on a 6 000 têtes nucléaires et qu'on a une puissance colossale comme la Russie ou les États-Unis, bon, c'est difficile de dire non, hein. Mmh. Bah, justement, est-ce que les États-Unis sont pas en train de se rendre compte que, il y a un retour de la force et qu'eux aussi, peuvent jouer ce jeu-là, sans que personne ne s'y oppose finalement? Heu, c'est-à-dire que, les États-Unis se sont dit: «Bon, bah, pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose que les Russes, à notre échelle, quoi? Qu'on ferait pas nous-mêmes un glacis, protecteur?» heu, que ce soit avec le Canada et Ce qui me surprend, c'est le mot «retour» chez toi. mmh. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, ont envahi l'Irak, ont envahi la Somalie, ont envahi, Oui, mais fait ça la fait guerre au longtemps que Honduras, au Salvador. des C'est politiques vis-à-vis de leur, du continent américain, aussi, comment dire? Aussi actives et aussi, tranchées, enfin et aussi visibles. Heu, Oui, mais déjà ça a déjà été le cas. Donc, mmh, ils reviennent à quelque chose qui est assez classique chez eux. C'est pas si mmh, nouveau que ça, et Donald Trump avait déjà évoqué lors de sa première présidence l'invasion enfin, du Groenland, enfin la conquête du mmh, Groenland. mmh, Ce qui est étonnant, c'est le Canada. C'est vraiment l'aspect étonnant. Et puis la différence, alors certains considéreront que c'est, un horrible, pro-poutinisme et des propos d'agents du Kremlin, mais c'est ce que dit Emmanuel Todd, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer.
même Kissinger, enfin, la guerre est une guerre de réaction russe à l'extension de l'OTAN, qui est un projet impérial. Alors, ce n'est pas une Mmh. conquête directe de territoire, mais c'est l'inféodation de nouveaux territoires de plus en plus à l'est vers la Russie. Je sais que ça peut sembler choquant à certains, mais la Russie réagit en fait. Alors que Mmh. là, on aurait sur un territoire qui était de l'ancienne URSS, qui est compliqué, où il y a une guerre civile, de facto, entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, en dehors de l'invasion russe. Mais là, on aurait, pour le Panama et le Groenland ou le Canada, juste une invasion pure et simple, sans aucune Mmh. provocation. Le, le Canada ne met pas des bases militaires chinoises sur la frontière américaine. Ça serait ça le comparatif. Mmh. Imaginons que le Canada ait passé un accord militaire stratégique avec la Chine et que la Chine mette des missiles nucléaires, des antimissiles et des bases de ses services de renseignement tout le long de la frontière avec les États-Unis. Là, les États-Unis auraient une raison objective d'envahir, en tout cas de faire la guerre au Canada. Mais là, il n'y a rien. Le Canada est allié aux États-Unis, ils ont un accord de libre-échange qui s'appelle l'ALENA. Ce sont des schtroumpfs, ils sont totalement progressistes postmodernes et woke. Ils adorent les États-Unis, ce sont des valets absolus et parfaitement fidèles. Ils sont dans l'OTAN. Rien ne, enfin, aucune raison, c'est juste une annexion, ça serait une annexion pure et simple. Mmh. C'est C'est un pour peu. ça que je parlais de changement de nature quand même, parce qu'auparavant, l'impérialisme américain, c'est plus fait par le soft power ou en tout cas par tout ce qui est, levier géopolitique et économique. Et là, on pourrait quand même, arriver dans un bras de fer, de forces, militaires, quoi. Donc Je pense que les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Afghans ou les Irakiens ou les Libyens ou les Somaliens trouveraient que le soft power a quand même la dureté du métal, et oui, l'explosion de la mais poudre. il a pas eu be Donc enfin, justement, cette force-là, elle a pas eu besoin de s'exprimer dans son voisinage, immédiat. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils se sentent, ils sentent la nécessité de brandir une menace, d'intervention? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une détention sur les matières premières qui font oui, que, voilà, est-ce que ça peut s'expliquer comme ça? il y a une rationalité en fait géostratégique, Mmh. brutale. C'est que les États-Unis sont le seul pays, pour le moment, avec la Russie, à pouvoir être quasi autonome. C'est un très, très grand pays géographiquement, il y a 340 millions d'habitants. Ils ont des ingénieurs, ils ont de la haute technologie, ils ont beaucoup de ressources, et ils ont, un territoire qui est, très facile à protéger. Ils sont très peu menacés, ils ont 2 océans gigantesques à gauche et à droite de leur pays. Seule frontière, un peu compliquée, c'est celle du Mexique, mais elle est très réduite en fait. Hem Et une des choses qui va manquer à l'avenir, et un des éléments de puissance à venir de la Russie, qu'on ne voit pas beaucoup, enfin, auquel les géostratèges pensent encore trop peu, c'est l'eau. Le lac Baïkal, par exemple, c'est 25 des réserves d'eau potable. Or, l'eau potable va commencer à manquer, c'est déjà sur une partie du territoire américain, encore un gros, gros tiers, ça commence à être difficile. La Californie ou la ville de Los Angeles, dont on parlera tout à l'heure, est une ville dont l'eau vient de Vancouver déjà. Elle Mmh. parcourt des milliers de kilomètres. Et il y a un certain nombre de ressources, dont l'eau, qui, disons, manquent un peu aux États-Unis. Mais s'ils ont l'ensemble du continent nord-américain, euh, c'est un territoire colossal où il y a absolument toutes les ressources. Ils peuvent fermer les frontières. S'il y avait un besoin, ils seraient totalement et absolument autosuffisants. D'autant plus qu'à part le Québec, il y a une unité linguistique qui est l'anglais. Donc, même si ça contrevient à bien des règles et que ça serait une annexion pure et simple, à des règles internationales, ça peut faire sens de ce point de vue-là, pour eux. Mmh. Et dans ce cas-là, j'espère que nous défendrons, on se souviendra de la devise du Québec qui est « Je me souviens », et ça permet de saluer nos amis québécois, et de dire peut-être qu'à ce moment-là, ça serait l'occasion pour la France
eh bien, de protéger le Québec et Mmh. soit de lui proposer un statut d'autonomie au sein de la France, soit de soutenir son indépendance. Mmh. Tout à fait. Ce serait un bon coup à jouer pour nous. Mais maintenant, on va analyser un petit peu comment, a réagi le Danemark, heu aux déclarations de Trump. Heu, donc le Danemark, il s'est dit ouvert à un dialogue avec les Américains. Donc c'est c'est assez amusant puisque quand effectivement vous avez une grande puissance comme les États-Unis qui vient vous menacer d'annexion, parler de dialogue, c'est un peu, heu, ça manque pas de toupet quoi, c'est un peu fort et comment est-ce que est-ce que c'est la seule partition qu'ils peuvent jouer aujourd'hui? C'est-à-dire, faire comme si c'était, une coopération, si c'était, un dialogue entre les Américains et eux? En fait, quels sont leurs leviers pour résister? Est-ce qu'ils en ont déjà, premièrement? Mais ils n'ont aucun levier. Ils n'ont aucun levier. C'est ça qui est extraordinaire. Ils n'ont aucun levier. Ils ont éventuellement le levier de l'indignation. Mais et Mmh, encore, ils mmh, n'osent pas trop le manipuler parce que le Danemark, c'est un tout petit pays. Il faut bien comprendre que le Danemark, heu, par la politique de l'OTAN, par la politique des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale et par la politique de l'Union européenne, est absolument, comme quasiment tous les pays européens, un petit peu moins la France, mais quasiment tous les pays européens, absolument et totalement inféodé aux États-Unis. mmh, Aucune marge de manœuvre. mmh, On le disait hier, donc j'ai vérifié, c'est toutes les 72 heures. Toutes les 72 heures, le Pentagone relance les autorisations de vol des F-35 qu'il vend. C'est-à-dire que sans l'autorisation du Pentagone, les avions de combat achetés par, les Danois, ne volent pas. Ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton démarrer. mmh, C'est voilà, mmh, c'est ça le niveau de d'inféodation. mmh, Hem, l'autre et puis de toute façon, je crois qu'ils ont compris ce qui va se passer. Mon avis, c'est que les Russes qui ont copié les Américains, lors des référendums de Bosnie, du Monténégro et du Kosovo, en Crimée et puis dans les oblasts, de Donetsk et Lougansk, et les autres, eh bien, les Américains vont faire un peu la même chose qu'en Crimée. mmh, Il y a un référendum qui est prévu, très rapidement, dans 2-3 mois, de toute façon au Groenland, un référendum d'indépendance et c'est pour ça, en fait, ce n'est pas juste un délire de Trump. C'est Trump profite de ce référendum d'indépendance, du Groenland par rapport au Danemark, qui est un sujet interne au Danemark, à la politique danoise depuis des années. Heu, ceux par hasard qui ont vu cette excellente série, sur la politique, de Borgen, sur, cette femme première ministre, danoise, qui est une très, très bonne série, eh bien, c'est pendant, plusieurs saisons, c'est un des sujets principaux, c'est l'indépendance, pas indépendance, autonomie du Groenland. Donc là, il y a un référendum d'indépendance du Groenland. Bon et ils veulent déjà avoir cette indépendance. Ça va être très simple pour les États-Unis, surtout avec des outils de communication comme X, que détient Elon Musk, de pousser à mmh, l'indépendance. Et une fois que l'indépendance est acquise, bah, c'est une règle du droit international. C'est l'autodétermination mmh, des peuples. Le Danemark ne pourra rien faire, à part faire une guerre, d'invasion, contre le Groenland. Encore une fois, de toute façon, ça fait longtemps que c'est un sujet, dans la politique intérieure danoise. Donc le Groenland va devenir indépendant, comme la Crimée. Et une fois qu'ils sont indépendants, ils vont trouver que, bah, qu'ils se trouveront bien mieux, et ils vont faire un autre référendum interne d'adhésion, aux États-Unis, qui leur sera proposé. Donc ça sera même pas une invasion, ça sera démocratique. Personne n'aura rien à dire. Or, tout le monde sait, je pense dans les chancelleries, ils savent très bien que c'est mmh, ça qui va se passer. Il n'y a aucun levier d'action, absolument aucun. Et de toute façon, je répète, avec au moins la moitié de tous les leaders européens passer par des instances, des agences, des officines américaines, mentalement inféodées aux États-Unis, dont les outils économiques, numériques,
militaires, financiers sont tous à la main des États-Unis, il n'y a aucun Mmh. levier d'action. Pour que la Russie puisse agir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais pour qu'elle puisse agir en envahissant l'Ukraine, en résistant à l'OTAN, ils ont développé leur propre web, ils ont leur propre système satellitaire, ils ont leur propre système de géolocalisation, ils ont leur propre système de financier, et ainsi de suite. Quand vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réagir. Et je pense que c'est une magnifique illustration de ce que nous, on défend depuis toujours. Ce qui est important, c'est la souveraineté. Si vous n'avez pas la souveraineté, on peut venir chez vous, vous prendre vos affaires et puis c'est fini. Mmh. Voilà. C'est l'Europe vit la situation des commerçants de Mott Street. Pour ceux qui connaissent l'histoire de New York et de la criminalité, de la grande criminalité américaine, quand se sont constitués les grands groupes mafieux italiens, irlandais et juifs. Eh bien, c'est Lucky Luciano de Mott Street qui passe avec ses sbires et qui prend où il demande de l'argent, puisqu'il a les leviers d'action sur les commerçants qui n'ont aucun moyen d'agir. Et voilà, c'est ça l'état des pays européens. Donc, au moins le Groenland basculera. Qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon? À part la France qui a des armes nucléaires, mais on ne va pas envoyer nos sous-marins nucléaires attaquer les États-Unis parce que le Groenland bascule aux Il y a eu des États-Unis. déclarations quand même de notre ministre des Affaires étrangères qui a dit qu'il ne laisserait pas les États-Unis toucher aux frontières de l'Union européenne. Donc c'est un énième effet de manche de la part de nos gouvernants euh, qui jouent les gros bras. Jean-Noël Barrot, l'inénarrable Jean-Noël Barrot. Il est passé par quel groupe pro-américain? Juste, non, attends. Haddad, c'était l'Atlantic Council. Lui, il a fait quoi? Ah, il faut les On demande retrouver. à nos internautes. Euh, euh, Oui, oui, il est totalement, qui- soumis, bon. Alors, il fait la même chose qu'a fait Bruno Le Maire, au moment où les États-Unis de Donald Trump ont rompu les accords de Vienne sur le nucléaire iranien mm, et qui ont exigé, que les entreprises, occidentales quittent l'Iran. mm, Tu te souviens? mm, Et à ce moment-là, on a eu un moment extraordinaire. Bruno Le Maire a fait une conférence de presse, il a dit: «Non, nous ne sommes pas d'accord, c'est très important, nous resterons, nous sommes fiers». J'étais un peu surpris, je regardais ça, je me dis: «Dis donc, il a mangé mm, du lion, mm, Bruno». Il résiste aux États-Unis à Donald Trump, il dit: «Non, on restera». Je rappelle que, 40 du marché automobile, c'était Peugeot, hein, en Iran à ce moment-là. Et puis 6 mois après, convocation, des grands patrons, ayant des succursales ou des filiales, en Iran, 6 mois après, hein, et il leur a dit: «Bah, vraiment, il va falloir quitter mm, l'Iran». Voilà. Donc je pense que Jean-Noël Barrot nous mm. fait une Bruno Le Maire, un petit peu de voilà, on fait un peu de show off, on roule un peu des mécaniques pour le de toute façon, ce sont des gens qui font de la communication, donc voilà, pour la communication, ça va s'arrêter, à ça et il avalera la petite pilule que va lui donner Washington, puisque c'est ce qu'il fait depuis qu'il est, jeune Mm. adulte Alors on a et qu'il n'a aucun levier comment? d'action. Aucun il Mm. n'a aucun levier d'action. Alors justement, dans les cris d'orfraie des atlantistes qui tout d'un coup se rendent compte qu'ils sont atlantistes, on a Raphaël Glucksmann. Nous, ça nous a fait beaucoup rire. Raphaël Glucksmann qui dit: «On se rend compte de la tempête qui se lève où on garde notre tête dans le sable». Heu, donc tout d'un coup, il défend une indépendance des nations européennes, mais il faudrait peut-être lui expliquer que l'Union européenne a été elle-même une construction, faite sous l'égide des États-Unis et que, bah, c'est il y a il enfin son raisonnement est très est complètement paradoxal et complètement illogique. Ex Tu as Mmh, tout résumé et en plus, franchement, aux États-Unis, quand ils voient des gens comme Glucksmann, ils doivent bien mmh, rigoler quand même et se dire: «Quelle bande mmh, de bouffons». Parce que Glucksmann s'est quand même illustré d'abord en étant membre du cercle de l'Oratoire, c'est-à-dire les néoconservateurs français
qui ont soutenu avant et qui soutenaient l'intervention des États-Unis en Irak, ont conspué Chirac et Villepin parce qu'ils avaient refusé d'y participer. Et après, on fait partie de tous ceux qui ont fait tout un tas de conférences, d'articles, de tribunes pour dire que c'est terrible. Et puis il faudrait rejoindre les États-Unis. Et puis il faudrait s'excuser. De un. De deux, il a été jeune conseiller de Saakashvili en Géorgie. Donc quelqu'un qui avait fait une des premières révolutions de couleur, la révolution des roses. Il était marié à la ministre de l'Intérieur, celle qui a fait la répression contre les opposants à Saakashvili et envoyé des chars sur les médias libres géorgiens. Après, son épouse, Madame Goulajdé, est allée officier comme numéro 2 du ministère de l'Intérieur en Ukraine. Bon. Et lui-même, en 2014, avait fait un documentaire sur Maïdan et il faisait partie de tous ceux qui ont aidé et poussé au coup d'État en est à là où on en est dans ce pauvre pays. Bref, Mmh. c'est un agent américain absolument conscient, Mmh. volontaire. Donc, Mmh. il fait typiquement partie de tous ceux qui, bah, ils ont voulu la domination américaine, ils l'ont. Mmh. Alors peut-être que ce qui leur déplaît, c'est le ton de Trump. C'est qu'au moins Biden, Kamala Harris, Clinton, mettaient des formes. Ouais, Mmh. c'est plus sympathique. Là, il n'en met aucune, Trump. Mmh. Il n'est je pense que pour eux, il n'est détestable qu'en cela. Ils ont déjà accepté l'inféodation américaine. Sauf que là, ça fait vraiment, c'est c'est désagréable quoi, avec C'est Trump. un peu brutal. C'est un peu brutal. Il y a pas de Mmh. vaseline, c'est pas sympa. Mmh. C'est pas gentil. Au chapitre des hommes liges des États-Unis, heu, qui vient de l'autre côté du spectre politique français, on a monsieur Éric Zemmour qui, a l'honneur, d'être invité à l'investiture de Donald Trump. Heu, Est-ce que c'est une surprise que quelqu'un comme Éric Zemmour soit convié, à l'investiture de Donald Trump? Lui qui se disait, attaché à l'indépendance de la France, heu, héritier du gaullisme et cetera. Heu, pourquoi est-ce qu'on les retrouve à cette cérémonie? Parce qu'il est mentalement inféodé. C'est-à-dire, Comme il est c'est un souverainiste en carton. mmh, Et puis parce que, il aime bien ce côté trash que lui-même, a eu, en particulier sur la question migratoire. Donc il est avec ses copains, hein. Et mmh, en plus, Donald Trump s'annonce comme un soutien encore plus, acharné, si c'est possible, hein, qu'a été l'administration Biden envers, Israël et spécifiquement Netanyahou, dont il est un ami proche, il l'a répété, régulièrement. Il faut rappeler que c'est quand même Donald Trump qui unilatéralement, quand il était président, en 2016, 2020, avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui fait partie des choses qui ont causé, heu, le conflit dans lequel on est, entre Israéliens et Palestiniens, je veux dire le conflit récent. Et c'est lui qui a cassé les accords de nucléaire iranien, les accords de Vienne sur le nucléaire iranien, entre autres à la demande de Netanyahou. Donc Éric Zemmour est chez lui, en fait. Et ça montre bien le problème de certains de ces, souverainistes en carton, c'est qu'ils ne sont pas souverainistes. mmh, Ils sont inféodés à un autre spectre, idéologique, du dominant états-unien. Les autres sont plus mmh, progressistes et woke. Celui-là, il est plus conservateur et anti-immigré. Mais ça change rien à la domination américaine. mmh, tout à fait et donc c'est logique de le voir à cette cérémonie. D'ailleurs, Sarah Knafo avait quand même participé à la campagne américaine. On se demande pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de prendre, position, enfin, de participer comme ça, alors qu'ils n'ont aucun poids sur la politique, américaine.
Bah, je pense Mais qu'ils attendent. par exemple, quel est le pour Donald Trump d'inviter des gens qui sont politiquement, pas si, qui ne pèsent pas tant que ça dans la politique française? Parce il a pas invité, par exemple, Marine Le Pen. Donc pourquoi Zemmour? Heu, En particulier, qu'est-ce qu'il essaye de faire, en fait, à travers ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'aime pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, si tu te souviens, en 2017, alors qu'elle était c'était quand? C'est la présidence 2017? Bref, elle avait couru aux États-Unis, elle s'est retrouvée en bas de l'escalator de la Trump Tower à New York et elle a jamais été reçue par Donald Mmh, Trump et c'était, assez, il l'avait humiliée. Heu, Par le biais d'Elon Musk, on a vu qu'il y avait eu un soutien envers Nigel Farage, en Grande-Bretagne, puis qui a mmh, été levé en 24 heures mmh, et alors voilà, je ne suis pas dans les petits papiers d'Elon Musk et de Donald Trump, donc je ne sais pas pourquoi ils choisissent tel ou tel à soutenir, puis à lâcher derrière. Heu, En tout cas, du point de vue d'Éric Zemmour et Sarah Knafo, ils se disent: «Bah, autant être au chaud avec, ceux qui ont énormément d'argent et de moyens d'action, ils nous pousseront, ils nous soutiendront, dans nos activités politiques, en France». Donc mmh, de leur point de vue, en tant que faux souverainistes et vrais inféodés aux, conservateurs, américains, ils se disent qu'ils vont en tirer des bénéfices et sûrement d'ailleurs. mmh, tout à fait. On va peut-être, clore le chapitre, américain sur la catastrophe, qui se déroule actuellement en Californie. Parce que le bilan s'est alourdi. Il y a eu, 10 morts, dans les incendies, au moins 10 morts. Donc là, on vous retransmet les faits marquants, de ces dernières 24 heures. 400 militaires de la garde nationale sont annoncés en renfort. Ce ne sera pas du luxe, il me semble. Heu et donc on sait déjà que ce sont les incendies les plus dévastateurs de l'histoire de la Californie, qui en comptent quand même, une sacrée quantité, puisque presque tous les ans, en été, vous aviez des incendies ravageurs. Mais là, on a passé encore un stade supplémentaire puisqu'il s'agit d'incendies, en plein hiver. Heu et le bilan aurait pu être pire puisque c'est la période des fêtes et les pompiers n'étaient pas mobilisés. Il n'en reste pas moins que pour une puissance comme les États-Unis, c'est très inquiétant, de voir une grande ville comme, Los Angeles, cernée par les feux. Est-ce que ce serait pas une preuve supplémentaire de l'affaiblissement des États-Unis, de ce que Todd appellerait le déclin de l'Occident? C'est-à-dire cette incapacité déjà à gérer ses affaires internes et à maîtriser son territoire. Heu, est-ce qu'on peut analyser ça comme ça? Oui, je crois que tu as raison. Il faut rappeler, que la Californie, c'est la 5e puissance économique mondiale. Si on prenait que la Californie comme un Mmh, État indépendant, on on l'a souvent assez ressassé, c'est plutôt ressassé partout, ouais, c'est la 5e puissance mondiale. La 5e puissance mondiale semble avoir du mal avec, ses services publics, et c'est un vrai révélateur. D'ailleurs, Donald Trump, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'a pas manqué de tacler, l'administration Biden, puisqu'il a dit: «Ah bah voilà, c'est les moyens, pompiers qui ont été donnés à l'Ukraine qui manquent, en Californie». En même temps, c'est un tacle, mmh, à l'Ukraine. C'est pas complètement faux, mais ça montre le niveau heu, en fait, de sous-équipement, de tout ce qui est service public et en particulier, heu heu, le département des pompiers, enfin les pompiers de Los Angeles, spécifiquement et de Californie. Bon, de toute façon, dans la situation où ils sont, ces feux-là sont tellement massifs que c'est très, très difficile d'agir, de toute façon. Il y a en plus, c'est poussé par des vents, colossaux, une sécheresse, sidérante et ça montre le problème, d'occupation de ce territoire-là
qu'a toujours été en fait Los Angeles. Parce que ce qu'il se passe était prévu depuis longtemps, est déjà arrivé. Il y a eu d'énormes phases de sécheresse. Et comme je le disais tout à l'heure, l'eau consommée à Los Angeles parcourt des milliers de kilomètres. C'est pas une ville viable, pas plus que Las Vegas dans le Nevada. C'est pas des, c'est des villes dans le désert. On se moque du Qatar, des Émirats et de l'Arabie Saoudite, mais c'est la même chose en fait, ou quasiment la même chose. Alors, on a en plus là-dessus se greffe donc ce problème de moyens. On a vu cette vidéo un peu ahurissante de pompiers qui mettent de l'eau dans des sacs à main. Ah, bon, c'est un peu surprenant. On a vu aussi ces vidéos de pompiers obèses parce que ils ont le droit d'être pompiers. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'être pompier s'il est très gros et obèse. Bon, c'est une autre bizarrerie de l'inclusivité à l'américaine. Donc ça réduit l'efficacité. J'ai remarqué aussi une joie un peu mauvaise, peut-être compréhensible, de type lutte des classes, puisque c'est Pacific Palisades qui a complètement flambé. Pour ceux qui connaissent Pacific Palisades, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. C'était très très beau, hein. C'est le coin des milliardaires et des multimillionnaires et des grands acteurs, et tout est parti en fumée. Donc un petit côté, c'est le Orange County. Tout ça, voilà, c'est chez les riches que ça flambe, entre autres. Donc je constate une petite joie mauvaise de la part de certains. Le camp de la Church Belt, on entend aussi ah ben voilà, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est le cinéma, c'est les démocrates, c'est les woke, ben, Dieu les passe sous lance-flamme. Ils ont leur délire eux aussi. Voilà, c'est une société qui montre dans ce cas-là aussi qu'elle est très 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 fracturée. Mais de manière générale, je ne sais pas combien de temps des villes comme Los Angeles seront viables. Il est possible qu'à terme, ce soit des villes qui soient abandonnées ou en tout cas beaucoup plus réduites, compte tenu du problème de la sécheresse, de non-accès à l'eau, et qui ne fait que s'aggraver avec le réchauffement climatique global. Alors, on est justement, tu me tends une magnifique perche pour la transition, puisqu'on a des nouvelles études qui sont sorties sur le climat, notamment une étude qui montre que le Gulf Stream sera totalement déréglé peut-être depuis 2100, à horizon 2100, pardon, et que c'était un paramètre qui était assez sous-estimé par le GIEC, qui parle souvent de réchauffement climatique, mais qui a du mal à ouvrir le prisme sur le dérèglement climatique qui, en Europe, en tout cas sous notre latitude, devrait peut-être créer plus un refroidissement des températures plutôt qu'un réchauffement. Enfin, c'est une possibilité. Donc je crois que Florent a décroché un peu, un petit peu disparu. Ça va? Mais peut-être que tu peux nous en dire. Oui. Ouais. Alors, d'abord, une chose, c'est révélateur, cette information, heu, c'est c'est révélateur de la méconnaissance du fonctionnement du GIEC. Certains, y compris des gens qu'on aime bien, considèrent que tout ça, c'est un complot, des écologistes et que le GIEC, c'est une bande de scientifiques qui disent, n'importe quoi, concernant le réchauffement climatique, la biodiversité, et différents problèmes, qui en découlent, les conséquences. Or, en fait, le GIEC est effectivement non seulement scientifique, mais c'est aussi
politique comme organisation, parce que ça dépend de l'ONU. Et donc, les rapports du GIEC sont aussi des choix et des compromis. Et en fait, il y a d'autres lieux d'analyse de l'évolution du climat, et en particulier au MIT. Et le MIT est très, 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 beaucoup plus dur dans ses rapports que le GIEC. Le MIT, hein, c'est un des temples de la science aux États-Unis. Et en particulier, ça fait longtemps qu'ils attirent l'attention sur les courants marins et les modifications des courants marins. Alors, la modification du sens des courants marins sont des choses qui sont déjà arrivées tout un tas de fois dans l'histoire de l'humanité, enfin, de la planète plutôt. Ça arrive, c'est comme ça. Les continents bougent, ça se réchauffe, ça se refroidit, les courants changent. Mais celui-là en particulier, d'ailleurs qui était annoncé dans le rapport Meadows des années 70, c'est pas quelque chose de totalement nouveau pour les scientifiques, semble avoir une accélération. Alors juste pour que tout le monde comprenne ce que c'est, on a... allez, je crois que c'est là, ça me manque. Voilà. Tiens, tu mets le zoom là sur moi là. Là, vous voyez là, ça c'est l'Atlantique ici, l'Europe, les États-Unis, et on a ce mouvement là, vous voyez ce mouvement là, circulaire. Ça c'est le mouvement des navires. C'est ça qui a été le génie de Christophe Colomb, c'est de comprendre qu'il y a un courant qui traverse comme ça d'Europe vers les États-Unis. C'est un courant puissant, c'est pour ça qu'il a débarqué du côté de Cuba et des Antilles au début. Et après, ce courant se réchauffe dans les eaux des mers, des sept mers, des Caraïbes, et repart vers le haut, là-bas, jusqu'en Norvège. Et quand il arrive là, il se refroidit, et il redescend, et il fait le tour comme ça. On a un énorme mouvement circulaire, et c'est ce que Christophe Colomb a compris, c'est pour ça qu'il a pu revenir en prenant la route nord et en étant emmené par ce courant. Or, si le Gulf Stream disparaît, eh bien, disparaît avec lui l'eau chaude qui est amenée des mers Caraïbes. Et ça a une conséquence dans un contexte, parce que ça arrive à cause du réchauffement global, mais c'est un contexte de refroidissement local. C'est-à-dire que, vous le savez, tout le monde l'apprend à l'école, même si on apprend de moins en moins de choses à l'école, on apprend quand même les climats. On a des climats continentaux qu'on a à partir de l'Est de la France, d'Allemagne, jusqu'à évidemment les pays de l'Est, la Russie, puis on a des climats méditerranéens, on a des climats océaniques. Le climat océanique, c'est toute la façade ouest de la France, et c'est un climat dit qui est très tempéré. Et tempéré par quoi? Par l'océan Atlantique, mais surtout par le Gulf Stream dans l'océan Atlantique. Donc si ce Gulf Stream, et donc l'eau chaude, qui fait cette rotation eau chaude, eau froide disparaît, enfin s'atténue, et ben, ça a des effets colossaux, et entre autres un refroidissement considérable parce que cette zone qui était tempérée par ce Gulf Stream devient plus continentale, comme un climat continental. Et donc là où c'était déjà froid, c'est-à-dire tous les pays du Nord, Norvège, Suède, Danemark, Pays-Bas, ils vont être dans une situation très difficile, au point de rendre des zones dans les projections quasi invivables. Donc ça peut supposer d'énormes mouvements migratoires intra-européens, ça a déjà été pensé. Ça provoquerait une augmentation assez rapide du niveau de l'eau. Alors, rapide, c'est embêtant, surtout pour un pays qui est la Hollande, où là aussi on pourrait avoir énormément de réfugiés climatiques en Europe, avec des inondations définitives, non récupérables. Et ça pose un problème pour les pays plus au sud, comme l'Espagne, où eux, ils auront une aggravation de la chaleur, parce qu'ils n'auront pas l'eau froide qui descend. Ça sera encore plus dur, et tout ça posera problème pour l'agriculture, tant au nord qu'au sud de l'Europe. Et par contre, ça semble être plutôt positif dans les projections pour la France. Voilà. Et ce qui nous amène à un troisième point, on en a déjà parlé, la question de l'environnemental, de l'évolution du climat,
elle n'est pas que intéressante en termes de science, elle n'est pas intéressante que en termes d'agitation des écologistes qui font des colloques et comment faut-il sauver la planète, ce qui est complètement ridicule. Elle devrait être intéressante, on ne prend pas assez en compte, comme action politique et planification de long terme, planification gaulliste. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive et comment s'y préparer et qu'est-ce qu'on peut en retirer de positif. Voilà. Et c'est à ça que devrait nous inciter ce genre d'études. Mais malheureusement, là aussi, nous n'avons pas de planification sérieuse dans ce domaine. Mmh. Effectivement, en matière d'agriculture, en matière de 4, 5, 6 qui tout ça, c'est du blabla de mondialiste. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a du blabla de mondialiste de là. C'est pas mondialiste. Hein. Il n'y a rien de mondialiste là-dedans. Le mondialisme, c'est l'inféodation de tous les États, la destruction des États et laisser tout ça être dominé par le capital financier pour laisser courir les marchandises et les capitaux à travers la planète et laisser l'oligarchie s'installer au pouvoir. C'est ça le mondialisme. Le mondialisme n'a rien à voir avec le fait qu'il fasse plus chaud ou plus froid. Et encore une fois, le problème n'est pas de discuter qui est la faute. C'est plutôt que de ne pas se perdre son temps à ça, c'est de réfléchir à comment se préparer à ce phénomène qui sont objectifs. Par exemple, puisqu'on vient d'en parler, si vous êtes américain et dirigeant américain, ça n'a aucun sens de continuer à développer des villes comme Los Angeles. Il faut réfléchir à répartir la population. Ou alors, à laisser tout le monde flamber tous les ans, parce que comme l'a dit Florent, c'est tous les ans. C'est pas compliqué, vous mettez incendie États-Unis 2023, 2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, en fait tous les ans, tous les ans, tous les ans. C'est juste, ça ne fait que s'aggraver en fait. C'est clair que dans notre adaptation au changement climatique, on n'est pas du tout opérationnel en France et on le voit beaucoup dans les Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire que il y a des zones qui vont s'assécher beaucoup, donc le Roussillon en fait partie. Et il y a une réponse politique qui est très mauvaise pour l'instant, puisqu'on n'a aucune adaptation de l'agriculture, par exemple, à ces changements. La viticulture est en train de souffrir, le maraîchage, l'élevage. Et en fait, de la part de l'État, on a l'impression qu'il n'y a aucune stratégie, aucun pilote pour aider les populations à prendre un nouveau pas, en fait, en matière d'activité. Et c'est très inquiétant parce qu'on laisse les citoyens un peu livrés à eux-mêmes. Il y a un peu une crainte des acteurs économiques là-dessus. Et donc effectivement, il faudrait que les politiques se chargent de cette question-là et la prennent à bras-le-corps. Il y a des zones de la France qui vont être plus humides, mais c'est pas le cas de sa pointe la plus avancée au sud, qui est les Pyrénées-Orientales. Exactement, Comme tu exactement. dis, il faut. Mais le malheur, c'est qu'on a des écologistes, je parle de l'écologie politique, qui sont une brochette de gens qui, en fait, finalement, parlent très, très peu d'écologie, qui sont des politicards, qui se servent d'une angoisse réelle ou pas, en tout cas, qui affecte beaucoup les populations bobos des villes, heu et qui ne pensent pas, de manière stratégique, comment s'adapter aux évolutions du climat réelles. Et c'est là qu'est le drame. Et c'est encore plus dramatique, c'est que, ces soi-disant écologistes, sont fanatiquement antinucléaires, qui est, selon le GIEC justement, un des moyens principaux de décarboner, donc de réduire le carbone dans l'atmosphère, un des moyens principaux de décarboner l'économie. Et ils ont lutté massivement, on l'a vu, en Allemagne, y compris en étant financés indirectement par Gazprom, pour qu'il n'y ait plus de politique nucléaire en Allemagne. Ils en font de même en France. Donc le problème, c'est qu'on a des partis soi-disant écologistes, d'ailleurs qui ont le record de retournement de veste. C'est-à-dire que même au PS, il n'y a pas autant de gens qui ont basculé chez Macron, de Madame Pompili à De Rugy à Placé, toute une liste des soi-disant écologistes excités, et puis tout à coup deviennent capitalistes verts, et sont très contents d'être ministres, et puis de ne rien proposer pour l'écologie. Bon, ben, le problème, c'est qu'on a l'écologie qui est captée par ce petit groupe politique qui ne s'occupe pas d'écologie et qui est
ne pensent pas à la planification. Et les autres ne le faisant pas ou ne le faisant quasiment pas de toute façon, mais la logique de planification telle qu'on l'a connue à l'époque gaullienne ayant disparu, eh bien, on ne pense pas et on n'a pas de politique pour réagir à ce qu'il se passe. Et ce qui est intéressant, et là, c'est pour répondre à ceux qui parlent de mondialistes et qui considèrent que tout ça, toutes ces informations, c'est un complot mondialiste. Il se fait qu'il y a des gens, en particulier une personne que je connais très bien, qui a fait l'effort de lire, puisque peu de gens font cet effort, de lire ce que font les Russes sur cette question-là. Eh bien, les Russes, contrairement à ce qu'on peut penser, prennent tout cela extrêmement au sérieux. Tous les rapports scientifiques mondiaux, ils les compulsent et eux, ils ont un véritable département de planification. Et eux, leur problème n'est pas de discuter en rond, de faire des colloques, de s'agiter, d'avoir des drapeaux arc-en-ciel et de sauver la planète. Leur problème est comment adapter sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années leur pays aux changements qu'ils vont subir. Mmh. Il ne faudra pas s'étonner que leur puissance augmente, vu qu'ils abordent ça de cette manière et que nous, au mieux, on fait des colloques pour sauver la planète, ce qui ne sert absolument à rien, et encore moins à sauver la planète qu'autre chose. Et d'ailleurs, la planète, elle n'en a pas besoin. Si on disparaît, elle sera aussi bien sans nous qu'elle l'était avant qu'on apparaisse. Mmh. Heu, pour la Russie, c'est stratégique parce que ça lui permettrait d'aménager de nouvelles parties de son territoire qui deviendraient vivables et habitables. Et est-ce que justement l'accroissement, de la production céréalière, russe, elle n'est pas due aussi à la mise en exploitation de certaines terres qui auparavant étaient, complètement, gelées, notamment sur les territoires, plus proches de la Sibérie? Non, pas encore, mais ça pose des problèmes aussi, Mmh, et les Russes s'intéressent d'abord aux problèmes que ça pose. Il y a quand même la moitié du pays quasiment, qui est, sous permafrost, donc c'est-à-dire les mmh, sols sont gelés. Et tout cela a été utilisé pour faire des constructions, de chemins de fer, d'usines, de villes. Or, mmh, si vous avez un réchauffement climatique, le permafrost fond et tout ce que vous avez construit se transforme en une sorte d'énorme Venise qui coule. Et actuellement, c'est un des problèmes de planification pour les Russes. Ils ont un certain nombre de mines, de villes, d'installations industrielles qui sont de plus en plus instables en raison de cette fonte. Il y a aussi des problèmes que j'ai vécu en étant à Moscou. C'est que, il y a beaucoup de marais, beaucoup de tourbières et Moscou, par exemple, est, entouré de tourbières. Bah, l'été 2010, quand il a fait, 40, 41, 42, 43, 44 degrés, eh bien, c'était tellement sec que ces tourbières sont mises à fumer. Alors, les tourbières, c'est un sorte de mélange de terre et de mmh, produits pétroliers qui sont quasiment à la surface et tout ça a fait une fumée, mais pendant un mois, ultra toxique sur la capitale du pays. Bon, donc ça, c'est des problèmes et eux, ils voient que ça arrive, donc ils cherchent à s'adapter. Mais évidemment, comme tu l'as dit Florent, ils voient aussi les avantages. Route du Nord qui ne nécessitera plus, à terme des, brise-glaces. Et extension du domaine, des terres agricoles. Parce qu'ils ont d'excellentes terres agricoles mais il y a des zones où c'était non cultivable. Alors pour le moment, l'amélioration de la production agricole, qui est colossale depuis le début du conflit réel, c'est-à-dire 2014, le début des sanctions occidentales, est sidérant. Mais en fait, c'est surtout dû à une réorganisation, à des politiques de souveraineté, à une planification qui a fait qu'ils ont amélioré considérablement leur production agricole. Ça n'est pas encore, et l'utilisation oui, de mmh, nouvelles terres. Même si ça commence, il y a une mmh, petite frontière qui bouge. Euh, bon, après, il faut mobiliser les gens pour y aller, il faut installer des routes, tout ça est compliqué, ne se fait pas en un instant, mais ils prévoient ça. Or, je le disais mmh, tout à l'heure, ils ont déjà des réserves colossales d'eau potable. Ce réchauffement climatique, malgré les problèmes que j'ai soulevés, va leur permettre d'avoir, comme tu l'as dit, des terres arables encore plus nombreuses. mmh, Ils auront deux leviers colossaux dans un contexte de raréfaction des ressources et d'augmentation massive de la population mondiale, l'eau et la nourriture, tout ça protégé par beaucoup d'armements nucléaires, assurera la puissance russe à l'avenir. mmh, Et tout ça
nos dirigeants n'y pensent pas un seul instant, ne se préparent pas du tout à ça et réagissent au jour le jour, ou alors font de la communication, des colloques et des manifestations, ce qui, bon, voilà, ne sert pas à grand chose. Mmh. Et on peut évoquer, le cas d'une autre, très grande puissance, qui a une politique, interventionniste et basée sur des observations, sur l'empirique. C'est la Chine qui conçoit un petit peu, la question de la transition énergétique comme une question, de la plus haute importance et qui y met des moyens et qui prévoit donc de construire, une station, solaire dans l'espace pour récupérer l'énergie du soleil, qui produirait l'équivalent de ce que produit actuellement le barrage des 3 Gorges. Donc on voit qu'ils arrivent à innover pour, pour, heu, repenser à nouveau frais cette question de de l'approvisionnement énergétique, de leur pays. Heu, alors est-ce que pour toi c'est un effet d'annonce ou c'est quelque chose qui aura une concrétisation, ce cette station, solaire? Heu, Non, le sujet, en dehors de ce que tu viens de très bien résumer, est intéressant, du décalage de plus en plus important entre une partie de l'Occident, en particulier l'Europe, mmh, et des pays comme les émergents, ils sont plus émergents, comme la Chine ou l'Inde ou mmh, la Russie. L'Inde a réussi à poser un satellite, et à le refaire décoller sur la face cachée de la Lune. L'Inde a envoyé un vaisseau spatial pour observer le Soleil. Heu, Russie et Chine, ont annoncé et mettent tout en œuvre pour construire la première base permanente, sur la Lune. Et nous, on a beaucoup de là aussi de communication et de de réactions de: «Oh, oh, oh, tout ça, c'est n'importe quoi». Bon, toute personne qui connaît un peu la Chine voit les transformations sidérantes en Chine sur les 30 dernières années, en particulier technologiques. On le voit, clairement sur là où ils ont gagné la guerre, hein, quasiment à part un peu Tesla, c'est sur, les voitures électriques et toute la technologie qui va autour des batteries. Ils sont très largement dominants, ils ont une génération d'avance, au moins. Et on devrait faire attention parce que, il ne faut pas oublier que la domination occidentale et en particulier européenne, date de la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, donc avant la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, les zones dans le monde étaient plus ou moins égales. Chacun avait un petit peu des développements différents, même s'il y avait certains avantages à l'Europe, mais industriellement, il n'y avait rien pour dominer massivement, heu heu, des régions comme l'Inde ou la Chine. Tout ça est arrivé grâce à l'industrie et l'avance colossale qu'on avait sur ces pays-là. Avance qui s'est creusée très rapidement. Or, c'est exactement ce qui se passe, mais à l'inverse. Nous avons délocalisé, heu la mondialisation, c'était aussi ce choix-là, c'est délocaliser, abandonner les compétences d'ingénierie, d'ouvriers à des pays producteurs comme la Chine, l'Inde ou d'autres, et se focaliser sur le tertiaire et le financier. Bah, ça va nous coûter très cher. Or là, on a ce projet chinois est sidérant quand on y pense quand même. Ils vont mmh, envoyer une sorte de station spatiale mmh. qui va capter l'énergie solaire et la renvoyer sur Terre par un procédé de micro-ondes. C'est incroyable. C'est comme si on était en Mmh. 1850 et quelqu'un vous disait: «Non, bientôt on va avoir des avions, on va voler». Mmh. C'est n'importe quoi. Bah, ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est, en fait. Donc c'est pas n'importe quoi, et et puis les Chinois ont construit les premières centrales, c'était il y a 2 ans, on l'avait annoncé et c'est d'autant plus agaçant qu'on avait beaucoup travaillé dessus et qu'on a des mines de thorium en France. Ils ont construit les 2 premières centrales nucléaires au thorium et tout est à l'avenant. Heu, ils développent l'automatisation, ils travaillent intensivement sur l'automatisation des usines, sur les dark factories. Heu, Ils ont des avancées, voilà, ils avaient des problèmes sur les microchips et on s'est dit: «Ah, on a l'avantage américain et Taïwan sur les micro, puces». Mais ils à une vitesse sidérante, ils rattrapent le retard en nanogravure, et ça sera fait dans 4-5 ans.
et ça sera plus en retard et ça sera eux qui auront l'avance, comme pour tout le reste. Et ça, c'est assez tragique pour nous occidentaux, qui avons de plus en plus un niveau de vie qui correspond pas à ce qu'on peut s'offrir réellement. Mmh. Mmh. Oui, ils sont en train de prendre, une marche, Fred Chrome, on s'est foutu en slip. heu Très exactement, on s'est foutu en slip. Et si encore on était dans les Caraïbes, mais le problème c'est qu'on s'est foutu en slip dans des zones froides, pour filer la métaphore. mmh. On va rebondir sur un autre, pays qui a développé une politique de souveraineté, mais qui a pas du tout la même envergure, comme quoi c'est pas la taille qui compte. C'est la Suisse, qui sera le 1er pays européen à développer un cloud souverain. Donc ils ont décidé de mettre les moyens, dans du développement d'infrastructures, informatiques. Et donc, si j'arrive à vous partager mon écran, tout de suite. Heu et donc ce sera utilisé pour gérer les données de son administration fédérale. C'est-à-dire qu'à la différence des autres pays européens, ils ne seront pas obligés d'avoir recours aux services de Microsoft pour héberger leurs données. En fait, c'est une excellente chose pour l'indépendance de la Suisse et même pour notre courant, puisque ça montre que, un pays qui s'en donne les moyens est capable d'avoir, ses propres infrastructures. Même si la Suisse est un pays riche, ils ont eu la volonté de mettre ça en place et ce sera, accessible à partir de 2026. Heu, voilà, donc c'est on peut Alors c'est citer dommage aussi. qu'on ait pas bah oui, tu as raison, on peut féliciter les Suisses. C'est dommage qu'on n'ait pas Pedro pour en parler, parce que lui, c'est un peu notre spécialiste sur les questions numériques, mais on reparlera sûrement de ce sujet, avec lui. En tout cas, oui, c'est très agaçant, on va dire ça. C'est extrêmement agaçant, car la France en l'an 2000, en particulier avec la Compagnie générale d'électricité, avec, toutes les grandes entreprises qu'on avait, Alcatel, Alstom, qui fonctionnaient en synergie, heu, on avait la capacité de faire ça, nous, il y a déjà longtemps. Et on a abandonné notre souveraineté et nos capacités d'action industrielle dans ce domaine, d'année en année. Et comme tu l'as dit, les Suisses, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est pas les États-Unis, c'est quand même un petit pays, de montagne, mais ils investissent. Ils ont des très, très bons centres universitaires de recherche. Je pense en particulier à l'École polytechnique, de Lausanne, avec qui j'ai eu la chance de travailler à une époque, sur des projets de numérisation de données, d'archives, avec des logiciels, absolument incroyables. Et comme tu l'as dit, c'est parce que le politique s'en est donné les moyens. Alors, ils n'ont pas l'ensemble, de la souveraineté dans ce domaine, si j'ai bien compris, mais on reverra ça avec Pedro. Ils seront encore dépendants pour certains points, mais ils font l'effort. Et ce qui est fou, c'est que chez nous, l'effort n'a pas été fait. Et l'effort n'a pas été fait, et de manière continue. Il n'a pas été fait parce que nos dirigeants sont des young leaders, comme François Hollande, comme Macron, comme la moitié des ministres de Nicolas Sarkozy. Ce sont des gens de l'intérieur, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils ne feront rien, quoi que fassent les États-Unis. Ont plombé nos capacités, notre souveraineté. C'est pas complotiste. Quand François Hollande était président de la France, juste après s'être fait, espionner, enfin, juste après qu'ait été rendu public Mmh. son espionnage par la NSA, aidé par les services de renseignement allemands, à l'Élysée quand même, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé Windows comme système d'exploitation aux militaires, au nouveau, à la nouvelle, ministère de la Défense de Ballard. Mmh. Sous François Hollande, sous Emmanuel Macron, à chaque fois ça s'est passé comme ça, vers le mois de juin, juillet, pour l'éducation, pour la santé des Français, pour les données de santé des Français,
Pour quel stockage encore? À chaque fois, sans appel d'offres, en catimini, ils ont basculé les données sur des serveurs Microsoft. À chaque fois. Enfin, des serveurs, de stockage de données américains. Donc c'est non seulement ils ne le font pas, mais ils font exprès de ne pas faire et de transmettre, de donner ce levier de puissance aux États-Unis. On avait toutes les capacités, sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, sous Emmanuel Macron, à n'importe quel moment. On a la capacité aujourd'hui d'avoir un pouvoir politique qui dit: «Écoutez, je vous Mmh. donne 3 ans, 4 ans, 5 ans, je veux un cloud, et je veux des stockages de données, personnelles». Et d'ailleurs là, j'arrive pas à me souvenir, on avait rencontré au salon du Made in France une petite entreprise, française qui est à Lyon, à côté de Lyon et qui fait du stockage, numérique de souveraineté en France. Heu, Par des petites bornes qui proposent sans aucune aide de l'État, sans qu'ils soient soutenus, mais pour des communes et des communautés de communes. Mmh. Il y a la possibilité, le seul truc, enfin, il y a les ingénieurs, il y a des gens qui veulent. Le seul truc qu'il y a pas, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est la volonté politique d'avoir une politique souveraine et la planification industrielle sur 10 ans, 20 ans pour le faire. Mmh. Tant qu'on n'aura pas changé le pouvoir politique, eh bien, malheureusement, on devra regarder les Chinois faire des choses absolument extraordinaires, les Russes s'adapter, aux évolutions climatiques, les Américains, eux aussi prendre contrôle et se développer, et puis nous, ben, rien Mmh. ou fort peu. Alors, on a une nouvelle illustration de la déliquescence de notre pouvoir politique, mais cette fois-ci en politique intérieure, heu, puisque, il y a plusieurs affaires qui ont fait grand bruit, d'influence, heu de la part d'Algériens en France, heu, des 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 gens qui sont sur notre territoire et qui, essayent d'intimider, qui ont des propos, voilà, anti-républicains. Et il y avait plusieurs cas à Brest, à Grenoble et à Montpellier, de d'Algériens qui étaient pourtant tous, visés par une OQTF, mais qui étaient sur notre territoire et qui, proféraient des propos, contre notre pays et qui même allaient plus loin en faisant de l'apologie du terrorisme. Heu, qu'est-ce que ça dit de nos relations déjà avec l'Algérie? Qu'est-ce que ça dit de notre incapacité à gérer à sécuriser notre territoire? Le fait qu'il y ait des individus comme ça puissent prospérer, heu, sur les réseaux sociaux et sur notre territoire. Bah, déjà, moi, j'en ai découvert 2 ou 3 que je ne connaissais pas du tout, et je suis assez sidéré qu'ils aient pu, faire autant. Heu, je pense à celle que j'en ai même découvert une ce matin, Mmh. On avait une nouvelle ce matin effectivement qui est apparue. qui est, Donc ça comment elle s'appelle? mmh, Sofia Benleman. Mais mmh, en fait, elle est elle a elle est elle a l'air folle, hein, entre nous, mais en plus, elle a des propos racistes. Horri Toutes ces vidéos, ou quasiment toutes ces vidéos où elle conchit les noirs, bah, elle les considère comme des sous-hommes. C'est horrible, et elle va même jusqu'à dire que l'Algérie ne devrait pas être en Afrique, ça devrait être quelque part entre le Portugal et l'Espagne. C'est Et je ne sais pas comment elle n'est pas tombée sous le coup de la loi, en sur sur le racisme, en fait. Donc tout ça se fait sans aucun, problème. Il y en a des gens qui sont ressortissants, algériens, qui préfèrent l'Algérie, parce qu'il y a aucun problème. Enfin, chacun est libre d'aimer, le pays qu'il veut, je trouve ça même très positif, voilà. S'ils aiment l'Algérie, c'est un très, très beau pays, qui a tout un tas de possibilités, mais c'est un pays dont les capacités sont spoliées par ceux qui ont, pris le pouvoir, après la guerre d'Algérie et qui ont été incapables de développer le pays à l'avantage de leur population. Eux ne font pas de développement agricole intelligent, eux ne font pas de développement industriel et ils piquent la manne, pétrolière très largement contre leur population et ils se débarrassent d'une partie de leur population qui ne savent pas gérer en France.
Ça doit arrêter, en fait, ça. Et pour justifier le fait que le pays ne se développe pas et que c'est une kleptocratie abominable qui dirige ce pays, oh, ils critiquent la France. Pourquoi? Pour une colonisation qui s'est passée il y a quand même un paquet de temps maintenant. Ouais, ce schéma-là doit s'arrêter, enfin, c'est stop. Et donc, je ne co c'est incompréhensible que de tels propos puissent se tenir en France. C'est incompréhensible moralement, mais bon, chacun est comme il est, et c'est incompréhensible que l'État n'agisse pas plus fort. Heureusement qu'il semble un peu se réveiller, mais Mmh. Ce qui est incroyable, c'est que ces pas avec mesures assez de étaient fermeté, je déjà crois. étaient déjà visées par des OQTF qui n'étaient pas appliquées. Qu'ils puissent continuer comme ça à tenir ces propos et heu, sur notre territoire, c'est quand même, c'est hallucinant. Bah, Heu, heu, la réalisation des OQTF est le plus faible avec l'Algérie, en mmh, raison des relations désastreuses qu'on a avec l'Algérie. qui refusent de reprendre leurs Mmh. ressortissants, mais il y a quand même Ouais. une base légale à tout ça, c'est les accords qu'on a signés, avec eux, qui sont peut-être, qu'on aurait tout intérêt à rompre en fait, Oui, je pense que là où on en est, de toute façon, l'Algérie est un État souverain, la France est un État souverain. La guerre est passée depuis très longtemps. Ceux qui l'ont réellement vécue et qui en ont souffert, sont quasiment tous morts maintenant. C'est l'histoire. On doit avoir des relations normales d'État à État et donc il faut rompre tous les accords, qui sont complètement caducs, en fait, mmh, entre l'Algérie et la France. D'autant plus que, alors ça n'est pas ma position géopolitique, mais d'autant plus que, considérant qu'ils ont obtenu une victoire en Syrie, les Occidentaux et l'OTAN, et les États-Unis espèrent que les nouveaux djihadistes inclusifs et modérés et sympathiques et démocratiques, des anciens de Daesh et de Al-Nusra et d'Al-Qaïda, vont chasser les Russes de leur base militaire à côté de Latakia et de Tartous. Rien n'est moins sûr, mais s'ils le faisaient, il y a toutes les chances que la base militaire navale russe se retrouve non pas loin là-bas en Syrie où elle ne dérange pas beaucoup français, encore une fois dans une logique atlantiste, hein, mais qu'elle se retrouve à 800 kilomètres de nos côtes en face en Algérie, où ils ont des mmh, accords militaires très très forts avec la Russie. Et donc là, on a une incompréhension totale. C'est-à-dire ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui sont atlantistes, ils n'aiment pas la Russie, ils veulent faire la guerre à la Russie, ils veulent, Macron, il va envoyer ses gars pour défendre Odessa, ses gars, l'armée française. Hein. Bon, passons sur le vocabulaire du président de la République, qui signe des accords de coopération militaire avec l'Ukraine. Mais pourquoi est-ce qu'il continue alors que l'Algérie en face signe des accords de 12 milliards d'armement russe, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il mmh, fait? Il faut qu'il arrête. et pour aller dans ton sens, on a aussi reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et donc on sait que c'est un point de voilà, c'est un point de conflit entre les 2 pays, entre le Maroc et Mais bien l'Algérie. évidemment, mais Et là, donc tu as en fait raison, Florent, mais là, on a un pays qui est la France, Emmanuel Macron, mais qui a des comportements qui n'ont aucun sens. mmh, Avant d'aller mmh, reconnaître le Sahara occidental comme marocain, ce qui est contraire aux décisions de l'ONU, soit dit en passant, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la France. On pouvait maintenir une position neutre et d'abord rompre les accords, qu'on a avec l'Algérie. mmh, Mais non, mmh, on reconnaît le Sahara occidental comme, marocain et on maintient les accords avec l'Algérie qui enfin, on marche sur la tête. mmh, On marche mmh. littéralement sur la tête. On a des incompétents On est dans des positions sévères très au pouvoir. dangereuses. Mmh, mmh. Ça nous met dans des positions très dangereuses en politique interne et ça montre ce que tu dis, enfin, ce que tu dis souvent, c'est-à-dire que la géopolitique, elle préside souvent, sur la politique et qui elle-même préside sur l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on a des gouvernants qui n'ont pas de cap au niveau géopolitique, ça nous pose de gros problèmes en politique intérieure. C'est, heu, c'est oui, on a des gouvernants qui ont du mal à mettre en adéquation tout ça. Donc c'est c'est inquiétant. On a des gouvernements qui ne pensent pas à le long terme. On a des gouvernements qui pensent, réaction médiatique.
pour couvrir le problème Mmh. là, heu et heu et qui vont pas qui ne pensent pas stratégiquement. Pas plus le développement, Mmh. industriel que le changement climatique, que la réaction au changement climatique ou, les politiques migratoires. Mmh. Voilà. Mmh. Ce qui est aujourd'hui, est-ce que tu dirais que l'Algérie est en capacité de déstabiliser la France, du fait de, la forte population, algérienne qui a importante population, algérienne qui est sur notre territoire? Non, je Ou est-ce crois que ce pas serait parce que d'abord, beaucoup d'Algériens, ou de binationaux franco-algériens aiment la France, sont parfaitement mmh, insérés, dans tout un tas de métiers, de la fonction publique, à l'entrepreneuriat, aux médecins, dentistes, ouvriers, enfin, aucun qui comme tout immigré ou venant ou originaire de familles immigrées ont un attachement culturel à ceci ou à cela ou à des goûts culinaires, mais enfin bon, ça c'est complètement secondaire. Les les agents eux-mêmes des services de renseignement, algériens, bon, il y en a, mais ils sont pas en mesure de provoquer une déstabilisation, heu et on a une minorité dont on devrait, se débarrasser. S'ils aiment l'Algérie, ils préfèrent vivre en Algérie, il faut aller en Algérie. Mais je ne crois pas qu'ils soient en mesure, de manière coordonnée, de provoquer une déstabilisation. Mais par contre, les laisser faire, eux, et laisser faire d'autres, agents déstabilisateurs, peut conduire à une déstabilisation plus globale, pas spécifiquement, algérienne, mais une déstabilisation du pays qui d'ailleurs qui est en cours. Et on notera chez tous mmh, ces, d'ailleurs, c'est une remarque à certains qui à gauche, défendent de plus en plus ces thèses communautaristes et considèrent que, tout est toujours bel et bon de la part de ceux qui sont d'origine immigrée. Heu, c Ces influenceurs-là dont on parle, sont racistes, pour la plupart. Ils détestent les Marocains mmh, et c'est des ennemis, s'ils pouvaient les égorger, ils le feraient. Ils détestent les Noirs. C'est des propos, insupportables sur les Noirs. Ils mmh, détestent les Asiatiques. Et inversement, il y a des venant d'Afrique, subsaharienne qui détestent telle ou telle ethnie, où on n'y comprend rien, beh, parce qu'ils les détestent ou ils détestent les Maghrébins ou ils détestent les Asiatiques. En fait, le communautarisme, laisse quand on le laisse sans contrôle et libre cours et on n'est pas dans la logique française universaliste, on a ce qui se passe, en Grande-Bretagne. C'est-à-dire des communautés non seulement qui détestent, les populations autochtones, mais qui se détestent entre elles et peut-être encore plus entre elles qu'avec la population d'accueil. C'est terrifiant, en fait. Il faut vraiment mettre un terme à ces politiques et à ces tendances communautaristes, multiculturalistes qui ne font que saborder l'unité du pays. mmh. Tu as parlé des accords bilatéraux qu'on a, avec l'Algérie, depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années, mais il y a aussi, notre appartenance, communautaire qui nous empêcherait peut-être de mieux réguler cette immigration. On pense à toutes les règles édictées par la CEDH qui, par exemple, interdit, le refoulement aux frontières, ce qui pourrait être, important, dans le cadre d'individus dont on sait qui qui tiennent des propos, anti-républicains et anti-français. Il y a aussi, ce concept de vie familiale normale. Donc, comment vous faites pour expulser, quelqu'un, qui a de la famille en France? Selon la CEDH, ça ne devrait pas être, autorisé. Heu, donc voilà, comment est-ce qu'on repense aussi, notre, la sécurité intérieure, dans ces traités, aussi bien la CEDH que Schengen, qui nous empêchent voilà, d'expulser, ces individus? Alors le traité de Lisbonne, le traité d'Amsterdam, le traité, heu les accords de Schengen, la CEDH, la Cour de justice de l'Union européenne, donc la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour, de justice de l'Union européenne, CJUE, toutes leurs actions combinées et leurs et les
et les articles des traités font que nous n'avons pas de politique migratoire souveraine et indépendante. En l'état, tu as raison, on ne littéralement, on ne peut rien faire. Quand il y a eu la crise, l'année dernière en septembre, quand il y a eu la nouvelle crise, la deuxième crise de Lampedusa, vous vous en souvenez sûrement, Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, a roulé des mécaniques et il a fait comme on fait en Macronie, il a fait beaucoup de communication. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons refouler tout ça, tous ces gens à la frontière italienne. Et la Cour de justice de l'Union européenne lui a fait savoir que ce n'était pas possible. Et non seulement que ce n'était pas possible, mais que quand quelqu'un rentrait illégalement, donc commet un crime, rentre illégalement sur le territoire, il faut lui faire une notification. Quand vous faites une notification à quelqu'un, vous ne savez pas où il est et qui est clandestin, c'est pas grave. Une fois que cette notification est faite et que la personne la reçoit, il peut faire un recours. Et après, vous devez faire une deuxième notification, lui enjoignant de quitter le territoire. Donc tout ça, c'est énormément de temps administratif, bureaucratique, de paperasse et d'argent. Et là, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la personne doit avoir un temps acceptable, je ne sais pas combien de temps, pour quitter par elle-même le territoire. Mais donc quelqu'un qui a fait 1000 efforts, ce qui est, encore une fois, du point de vue d'une personne parfaitement légitime. Pour tout un tas de raisons, une personne peut quitter un pays, qui va faire des efforts colossaux, mettre de l'argent, risquer sa vie, traverser moult pays, passer des mois et des mois, voire des années, il va arriver en France. Vous croyez qu'il va faire quoi avec une notification? Non, il ne va pas quitter le territoire, il va être clandestin et il va tenter de survivre. C'est ça qui se passe. Donc, et j'ai donné qu'un exemple de dispositions légales imposées par l'Union européenne. En l'état, on ne peut rien faire. Point. Donc, évidemment que dans ce domaine-là aussi, avoir une politique migratoire, quelle qu'elle soit, en particulier de régulation, cela impose soit de quitter l'Union européenne, soit de dénoncer tous les traités, soit de s'asseoir dessus, de dire bah, écoutez, tout renégocier, mais c'est nécessaire d'engager un rapport de force. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et un autre Donc, je ne sujet. sais pas, quand, par exemple, là, en ce moment, on a la gauche qui s'inquiète des terribles lois migratoires que va prendre le gouvernement semi-fantoche enfin, sans légitimité, sans pouvoir de Bayrou, avec Retailleau. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait. Tout ça va être encore de la communication, sur laquelle il y aura une réaction de communication de la gauche. Mais et si on pourrait parfaitement demander à Retailleau, mais comme à Darmanin, mais qu'est-ce que c'est que ces lois, soi-disant de régulation de l'immigration, quand vous devez respecter tous les traités européens que vous avez signés, en particulier Amsterdam, Schengen, Lisbonne. Vous fantasmez. Tout ça, c'est du blabla. Tout ça, c'est pour manger du temps de cerveau des citoyens, pour passer à la télévision, pour s'affronter, pour dire oh, c'est terrible, non, il faut faire ceci, non, il faut pas, c'est pas bien, si c'est bien. Voilà. Mais rien. Vous n'avez pas plus que la gauche d'ailleurs, elle, dans son programme de répartition de la richesse nationale et pour la justice sociale, ce qui est une très très bonne chose. Mais le programme du nouveau Front populaire n'est pas applicable dans le cadre des traités. Point, il n'est pas applicable. On a reçu ici David Kayla, excellent économiste de la gauche républicaine, professeur à Angers, qui a disséqué tout ça très clairement. Il avait beaucoup travaillé avec Coralie Delhomme sur les traités européens, justement. Tout le programme du NFP, quasiment tout le programme, n'est pas applicable. C'est du blabla. Ah, ils veulent changer l'Europe de l'intérieur. Bon, bonjour. Ça a déjà été tenté quelques fois, ça ne marche pas. Quant à la droite très sévère, comme Retailleau ou Darmanin, qui veulent faire des lois immigration, ils ne peuvent pas. Point. Voilà, donc le sujet est clos. Tout ça, c'est un cirque de gens impuissants qui font de la communication et qui s'affrontent sur les plateaux télévisés. C'est une situation qui devrait encore s'empirer avec l'entrée dans Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie, qui a été actée le 1er janvier.
Donc Schengen continue à s'étendre vers l'est, et sans que nos gouvernants, prennent la mesure des conséquences, en fait, pour nous, en termes de migration, mais il y a aussi l'insécurité économique, puisqu'il y a beaucoup de la concurrence économique déloyale, du fait de ces mouvements de population. Il y a pas que l'enjeu sécuritaire, il y a aussi un enjeu social, très fort. Donc finalement, on a l'impression que une extension sans fin des frontières de Schengen, et donc un problème qui va s'accroître encore plus, si on ne décide pas de remettre en cause, ces accords. Heu et là, bon, bah, heu, on a Voilà. une question sur Viktor Orban et Mélanie. Mélanie et Orban ont beau, faire, heu, faire comme s'ils étaient en capacité de faire le bras de fer. Heu, Aujourd'hui, ils semblent un petit peu démunis, Non, ils sont démunis, ils peuvent rien faire du tout, face à ce mouvement de ils peuvent population. rien faire et tu as raison de soulever le cas de la Roumanie et de la Bulgarie. Compte tenu des populations roms très importantes, en particulier en Roumanie, ça va augmenter considérablement, le nombre de mendiants, heu, une Mmh, forme de criminalité et puis surtout, 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 c'est ce que tu as dit, c'est que c'est l'ouverture à une nouvelle concurrence déloyale sur le marché du travail, un nouveau dumping social. Cette fois-ci, pas de délocalisation vers ces pays, mais de personnes qui vont pouvoir venir sans aucun problème travailler ici. Et c'est dans un contexte d'augmentation du chômage, l'assurance dans les mois à venir d'une augmentation considérable du chômage dans tout un tas de domaines économiques, puisqu'on a des gens dont le salaire moyen dans ces pays-là est tellement faible que ils seront ravis de travailler aux conditions françaises, puisque je rappelle que le travailleur détaché touche un salaire qui est le SMIC, hein, il ne peut pas toucher moins. Par contre, l'entreprise étant enregistrée ailleurs, en particulier dans ces pays-là, les cotisations sociales et patronales sont versées, les charges sont celles des lois de ce pays-là. Donc le coût du travail est largement inférieur. Et dans un contexte, mmh, par exemple, du bâtiment, qui est très, très en tension en ce moment avec beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, qui va embaucher un travailleur français? Et je répète, encore une fois pour que ce soit bien clair, un travailleur français, c'est quelqu'un qui est français par ses papiers. Il peut s'appeler Karim, ça peut s'appeler Bensoussan, il peut s'appeler Kuzmanovic, ça peut s'appeler Rodriguez ou Popov. S'il est français, il travaille aux conditions de la France et selon la législation française. Et son coût du travail est bien supérieur à un Bulgare, un Roumain, un Polonais ou un Ukrainien. C'est comme ça. Parce que les charges sont payées dans la législation, enfin dans ces pays-là, avec la législation de ces pays-là. Si vous êtes petit entrepreneur et que c'est légal, vous en prenez là, c'est même pas des illégaux, c'est légal, c'est l'Union européenne qui vous autorise à ça et que vous êtes déjà très, très tendu sur vos marges et que vous travaillez déjà beaucoup et que c'est difficile que l'entreprise ne coule pas, bah, vous allez embaucher, des Roumains et des Bulgares. C'est stupide mmh, de ne pas le faire, en fait. mmh, Donc chômage. mmh, mmh. Voilà. Voilà. Mmh, donc c'est pas mais on a un dernier cas Allez, pour la route et après on y va. dernier cas d'étude, heu, lors de notre émission d'aujourd'hui, mais qui porte toujours sur Il y a l'immigration. Adrien qui nous dit, en Heu, juin 2024, le salaire net moyen en Roumanie, moyen, hein, s'élevait à 1 040 €. mmh, ouais, ça risque pas d'augmenter, hein. Préparez-vous, parce que c'est on parle depuis longtemps d'uniformisation et d'harmonisation, mais il y a bien une chose que ces pays n'ont pas intérêt à faire, c'est d'augmenter le salaire de leur population puisque, voilà, c'est un avantage comparatif qu'ils ont et que dans l'immédiat, ils sont pas assez développés pour augmenter les salaires de leur population Oui. et c'est pour ça qu'ils rejoignent, l'Union européenne. Mais, enfin l'espace Schengen. On va clore un petit peu cette émission sur un cas édifiant, qui est celui de la gaieté, lyrique.
Le théâtre qui est toujours occupé par 200 mineurs isolés, ce qui pose de graves problèmes économiques, même des problèmes de gestion, de sécurité en fait, puisque c'est une occupation qui est illégale avec, 200 personnes, qui squattent les lieux. Donc, des personnes qui se disent, mineurs, non accompagnés. Mais, France Terre d'Asile, n'a pas reconnu, leur qualité de mineurs. Et en contestation, ils continuent à occuper les lieux, et à demander un toit. Heu, sauf que, heu, sauf que ça empêche, le théâtre de fonctionner normalement. Donc là, c'est un nouveau cas d'impuissance politique, c'est-à-dire qu'on a, un lieu, qui a une utilité sociale, quand même, parce qu'un théâtre, c'est un lieu, culturel, c'est un lieu qui permet aux gens de s'aérer l'esprit, d'apprendre de nouvelles choses, qui ne peut pas fonctionner à cause d'une minorité de personnes qui veut qu'on leur octroie des droits auxquels qu'ils ne peuvent pas accéder, en application de la loi. Donc 60 emplois menacés, on a encore besoin de ça, vu notre taux de chômage. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est que, culturellement, ces personnes-là la scène culturelle sont plutôt, à peine appartiennent plutôt au camp des no borders. Hem, est-ce qu'on touche pas là Si, c'est ça qui est très intéressant vraie parce que tu as très bien résumé. Pardon à tous. C'est la saison. On a des pouvoirs publics qui n'agissent pas. Normalement, dans tout pays normal, c'est dégagé en quelques heures. On ne peut pas tolérer, que des bâtiments, soient occupés. Mais, de cette manière, sans, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par exemple, reloger ces gens, soit dans des abris de fortune, soit, dans des centres d'hébergement, en attendant, éventuellement mieux si c'est possible. Mais là, on peut même pas faire ça. Tu l'as parfaitement dit, ça montre la déliquescence. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, là, ça touche le peuple, de gauche, Schtroumpf, les artistes. Ce qui est intéressant, c'est que, la population des artistes est la population qui se reproduit qui est le plus endogame. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de reproduction entre eux, dans à tous les niveaux professionnels, mais en particulier les acteurs, les artistes, les surtout les acteurs, qui est supérieur à la haute fonction publique et au patronat. Mais ce sont des gens qui donnent toujours des leçons d'accueil. Et ben là, les migrants sont arrivés chez eux et ils savent pas quoi faire. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, là on a, séance d'écoute Arte Radio, annulée. Heartbeat, la fabrique X-Pulse, annulée. Encore heureux, spectacle avec Camille Test, annulé. L'art des haïkus avec Mckenzie et ZZ, annulé. Camille Test, annulé. Ah, il y a le 15-01, la fresque de la migration. Changer de regard sur les parcours migratoires. C'est drôle, hein. Annulé. Voilà. Ils ont un autre spectacle, comment remettre la politique au cœur des espaces festifs et des luttes, avec le front électronique. Annulé. Miguel Bonnefoy, proposition croisée d'Actes Sud et Arte, sur, l'avenir migratoire. Annulé. Et ainsi de suite. Il y en a un autre, le 16, être noir à l'opéra. Ah, changement de lieu. Ainsi de suite. Ouais, c'est rigolo. Non, mais c'est tragique, mais c'est désespérant pour tous ces gens qui travaillent, qui montent leur spectacle et pour, comme tu l'as dit, pour tous ceux qui ne pourront pas les voir. Mais c'est un côté comique quand même. C'est-à-dire que, Mmh. et évidemment, eux, ils ne veulent pas que les gens soient dégagés de l'endroit où ils ne doivent pas être. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Non, non, c'est normal, il faut qu'ils occupent les églises, il faut qu'ils occupent les bâtiments, il faut qu'ils occupent les espaces publics, les espaces verts. Tout est bien, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà. Alors, je propose aux jeunes migrants isolés encore un petit effort. Il y a tout un tas d'appartements dans le 9e, le 1er, le 4e, le 5e, le 6e arrondissement, le 7e, le 17e, où vous devez aller pour vous réfugier, parce que ce sont des gens qui veulent vous accueillir et ils seront sûrement ravis de partager un bout de leur salon
et un étage de leur frigidaire avec vous, puisque c'est ce qu'ils veulent pour tous les autres. Voilà. Bon, c'était un petit peu d'humour noir. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un monde entre l'étalage de vertu et la mise en application pratique, des grands principes, en fait. C'est-à-dire que dès que ça touche à une corporation, celle-ci se rend compte que, l'immigration n'est pas si facile que ça à accueillir dans de bonnes conditions, en fait. Exactement. Et puis, tu as mis C'est le doigt sur, sur un point intéressant, c'est que, il semble normal pour toute une partie de la population, qui n'est pas confrontée, qu'il faille accueillir, les jeunes, mineurs d'un pays. mmh, C'est sidérant. Imaginons à l'inverse, qu'on ait 500 jeunes entre 14 et 18 ans qui soient au Maroc. Ben, on dirait quoi? «Ah non, 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 faut que le Maroc, ait des politiques d'hébergement». Mais c'est dingue! mmh, Il faudrait récupérer ces jeunes, ce mmh, sont nos jeunes. Ils ont reçu des familles, ils ont peut-être des proches, mais qu'est-ce qu'ils font dans un pays étranger? Donc il n'y a même logiquement, il n'y a aucune obligation à accueillir ces mineurs étrangers. Mais tu as dit, Frontières d'asile commence elle-même à se demander si, ils sont tous bien mineurs isolés. Bien évidemment, s'ils n'ont pas détourné le mécanisme qui était et prévu voilà, la pour plus eux. grande partie ne sont pas mineurs Mmh, isolés. Donc c'est un immense n'importe quoi, mmh, et voilà, on a une on a une Union européenne qui, autorise tout et n'importe quoi. On a une impossibilité, d'agir et une non-volonté des pouvoirs politiques d'agir et une partie de la population qui est embarrassée avec, ses bons sentiments. Et ben, les spectacles, mmh, sont annulés. mmh. C'est un petit peu triste parce que, finalement, ces gens-là sont aussi prisonniers de leurs propres dogmes et je sais enfin, à quel point on devra aller, enfin, jusqu'à quel point on devra aller pour qu'ils se rendent compte que ça leur est aussi préjudiciable? Bah, Heu, voilà, on y est. est-ce qu'ils vont ouais, mais là, pour l'instant, le théâtre n'a toujours enfin, même la puissance publique n'a pas décidé d'agir. Le théâtre, on a l'impression qu'il est un peu coincé entre ses réalités de gestion et puis, voilà, les principes qu'il se donne. Heu, c'est un peu tragique comme histoire. Même si bon, peut-être que ce sera l'occasion pour eux de prendre conscience de certaines choses, hein, Oui, de enfin, la de plupart d'entre eux l'incapacité. se plaindront du fait que, les pouvoirs publics n'ont pas trouvé des solutions d'hébergement pour ces jeunes, Mmh, et que, mmh, ils ne font rien et que c'est pas gentil. mmh. C'est vrai que trouver 200 logements comme ça, à Paris, ça se fait d'un claquement de doigts. C'est bien connu. Et encore une fois, il y a énormément d'appartements vides à réquisitionner dans le 6e et dans le 7e arrondissement. Je vois vraiment pas pourquoi ils Mmh, le font pas. Madame Hidalgo, qui est soi-disant socialiste, je dis soi-disant parce qu'elle est, à peu près socialiste comme moi je suis martien, mais pourquoi? Elle a le pouvoir, elle peut réquisitionner. C'est mmh, intéressant, il faut se promener, dans, le 6e arrondissement. C'est moins de 50 d'occupation des appartements. C'est mmh, vide. Vous allez dans les quartiers de l'Odéon, où il y a énormément de restaurants, théâtres, de cinéma, c'est un des coins vivants de Paris. Bah, que ce soit sur le boulevard Saint-Germain, la rue de Bussy, la rue de Condé, toutes les rues parallèles, vous levez les yeux au-delà du rez-de-chaussée, c'est vide. Il y a jamais de lumière, quasiment jamais. De temps en temps, il y a un peu de lumière, parfois un peu de Airbnb, c'est vide. Je vois pas pourquoi ils ne les mettent pas là. Donc mmh, mmh. Voilà. On en finit avec cette note, voilà, d'ironie. petit peu Heu, d'ironie avant le week-end. Ça fait c'est sympa. Bah, merci Georges pour tes Mais analyses. merci à toi Florent pour Heu, tes remarques, toujours pertinentes. un grand plaisir. Mmh. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. On leur souhaite un Et bon on vous donne week-end, rendez-vous, une bonne fin de semaine, un à bon week-end. lundi. Lundi, je ne serai pas là, parce que je serai en train d'accompagner ma fille au cinéma, ma petite, avec, la classe de maternelle. Donc ce sera peut-être Pedro et Florent, je ne sais pas, on verra. Oui, on aura, les analyses caustiques, puisqu'on parle d'humour, de Gilles Casanova, qui, analyse avec toujours beaucoup
de précision et d'humour la situation de notre pays et la situation internationale. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on va bientôt avoir de très belles vidéos qui vont sortir, qu'on vous demande de partager avec Jacques Sapir et puis une autre avec l'invité mystère. Mmh. Il D'ailleurs, partage le même surnom que le président de la République. Allez, voilà, un nouvel indice. si vous pouviez, liker la vidéo, nous laisser un petit commentaire en vous disant ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu et voilà, ça nous Et ferait, abonnez-vous pour ceux qui très ne le sont plaisir pas, et poussez aux abonnements pour ceux les gens que vous mmh, connaissez, ça nous aide. On sera bientôt à 60 000 mmh, abonnés mmh, et on va faire un gros développement du média dès qu'on aura atteint les 100 000. Donc voilà, on a un objectif avec vraiment, vraiment un vrai changement pour être quasiment comme un média normal, mais il faut qu'on arrive à 100 000. Donc première étape, 60 000. Ah, il y a DS qui a écrit Todd. On va voir si c'est celui-là. Allez, donc une nouvelle à très affiche. bientôt tout le monde. Merci encore de nous suivre et bon courage à tous, bon week-end.